Je vais céder la parole à Monsieur Moïse Udino, qui va nous présenter le projet d'enquête, le projet de recherche sur l'identité parentale, projet qui a été élaboré depuis le mois de janvier de cette année, en concertation entre trois chercheurs de Martinique, Madame Claire-Emmanuelle Laguerre, psychologue, Monsieur Malik Duranti, sociologue, et M. Moïse Udino, lui aussi, sociologue. D'accord? Donc, je te cède la parole. Merci de votre attention. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors désolé pour le retard, désolé pour le temps. Je vais essayer de faire en sorte d'être le plus opérationnel possible et le plus clair possible dans cette recherche qui me tient aussi beaucoup à cœur en tant que Martiniquais et surtout en tant que chercheur, sociologue et aussi dans les sciences de l'éducation. Alors, c'est pas toujours évident d'arriver dans le sud quand on vient de Fort-de-France. C'est presque une épopée à certains endroits. Sur Fort-de-France, c'est un peu compliqué. Et puis sur Ducos. Alors ça tire par les cheveux. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de cheveux, donc j'ai tiré quelques cheveux encore jusqu'à ce que j'en devienne presque Yul Brynner. Bon, alors, la quête de la parentalité et l'identité parentale. Ou identité et parentalité. L'idée de cette recherche au départ, c'était de comprendre de quelle manière on pouvait et on était parents en Martinique. Est-ce que la situation dans laquelle nous étions, l'histoire, le parcours sociologique, le parcours psychologique, la dimension à la fois sociale, psychologique, ou la dimension à la fois de la psyché et du corps, de quelle manière ça réagissait, ça pouvait permettre d'être parent. Et compte tenu de notre jeunesse, en termes culturels et en termes peut-être identité fixée, qui est là depuis 174 ans. Donc vous voyez que c'est jeune, très jeune, ça nous paraît vieux à nos âges, mais c'est quand même très jeune par rapport au monde, à la société, et de comment finalement on a fait feu de tout bois et quels sont les habitus finalement que l'on pourrait avoir en matière de parentalité. Donc, on va passer à la diapositive. Donc, la parentalité demeure de toute façon un terme assez compliqué à expliquer, à appréhender. Mais il doit pouvoir être étudié dans toutes ses dimensions, que ce soit dans l'Hexagone ou que ce soit en Martinique. Et c'est important. Donc, cette parentalité nous demande de regarder plusieurs aspects. On va regarder le contexte général de la parentalité. C'est le développement de... Alors, j'ai travaillé un petit peu speed, donc le temps de rééquilibrer tout ça, mais on va y trouver. Donc le développement des individus, selon le modèle écologique de Bifront, c'est-à-dire la famille, la situation sociale, la situation psychologique, de quelle manière on voit ça. On s'est arrêté sur la méthode de Bifront. Alors il dit que le développement des individus est le résultat des interactions entre un organisme en croissance avec son environnement. Ça veut dire que tout être vivant évolue avec le contexte, évolue dans et avec le contexte dans lequel il est. Ce modèle prend en compte à la fois la perception subjective, c'est-à-dire la dimension holistique, globale de l'individu, de la manière dont il se trouve et du système familial dans lequel il se situe. La parentalité est une priorité. La caisse d'allocation familiale, les institutions comme la CTM et puis l'État, puisque la société est en mutation, la société elle bouge, le monde bouge, la parentalité bouge, on va voir ça au fur et à mesure, le fait d'être parent bouge, et nous croyons, et évidemment c'est pour cela que nous sommes là, que il est nécessaire d'accompagner la parentalité
d'autant plus que nous sommes dans une situation sociale qui est un peu particulière. Nous sommes dans une situation psychologique et culturelle aussi particulière et spécifique. Et que le modèle qui est présenté n'est pas toujours un modèle opérationnel et opérant sur le territoire. Donc on essaie de voir de quelle manière, et est-ce que dans ce que nous avons vécu, parce que nous avons un parcours, nous avons une histoire, nous avons un bagage, nous avons une pratique, nous avons des habitus et qui parfois sont oubliés. Donc on va essayer de voir s'il y a une idée commune dans ça, dans la question de l'éducation. L'éducation des enfants. Alors, quel que soit, tous les parents sont confrontés à des problèmes, quel que soit leur niveau social, leur culture, le lieu d'habitation, leur ethnie. Ils sont aujourd'hui tous confrontés à la difficulté. 2 parents sur 5, je crois, disent avoir rencontré des difficultés sur l'éducation des enfants. Et cette difficulté, elle se pose, quand elle est exprimée, comment les parents y font dans la société dans laquelle nous sommes, dans le monde dans lequel nous sommes, des lois qui encadrent les relations entre parents-enfants, mais aussi des travailleurs sociaux, etc. De quelle manière en Martinique peut-on faire ensemble société? De quelle manière peut-on avoir une coparentalité, si je peux me permettre de dire ça, c'est-à-dire pouvoir éduquer ensemble des enfants et faire en sorte qu'ils arrivent à l'autonomie et l'épanouissement? Alors, lorsqu'on regarde la situation aux Antilles, on peut se dire que l'éducation agit comme un symptôme, vu les problématiques que nous avons, les problèmes relationnels, les problèmes entre parents-enfants, le modèle de la famille qui ne correspond pas forcément à celui qui a été proposé, qui est proposé par l'institution, par l'État. Donc, il agit comme cette éducation, ce qu'il en résulte, agit comme un symptôme du processus de socialisation des Antillais. Donc, le processus de socialisation, qui est l'assimilation, qui est arrivé par le biais de la départementalisation, c'est son corollaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il a fallu passer des meubles, des choses, des meubles, des esclaves à celui de citoyen. Et le seul processus, et d'ailleurs c'est la politique de socialisation en France, l'assimilation. Donc le seul processus qui a permis, qui a aidé, enfin qui a encouragé, qui a accompagné la citoyenneté des Antillais, c'est l'assimilation. Mais le processus d'assimilation est un processus jugulatoire. Les têtes ne doivent pas dépasser. On doit ressembler à ce qu'on nous demande d'être. Donc ça veut donc dire qu'il y a tout un processus, il y a des étapes à l'assimilation, notamment la question de l'acculturation dont il s'agit. Il s'agit de quoi dans l'acculturation? D'oublier un passé, d'effacer et de se conformer au modèle qu'on nous présente. Or, même si au niveau du langage, au niveau des accents, au niveau du comportement, au niveau de la façon de vivre, au niveau du savoir-être, il y a des similitudes où si on ne regarde pas autre chose, ça ne pose pas de problème. Là où ça pose un problème, c'est dans la dimension physique dans laquelle nous sommes et dans la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes, de la société dans laquelle nous sommes et de l'histoire que nous avons qui ne correspondent pas et qui sont souvent en décalage et en conflit. Ce conflit crée une question de tiraillement identitaire, c'est-à-dire, et on va le voir dans un schéma que je vais vous montrer rapidement, de quelle manière on se positionne en tant que Français, Français à part entière et Français entièrement à part. Donc ce tiraillement, je pense que, bon, on le voit un petit peu là, c'est pas suffisamment large, mais on peut le voir, il est fait à partir du stéréotype weberien. D'accord? Donc le stéréotype du Français, blanc occidental, le stéréotype du noir, donc de l'Africain, de l'Africain, le Français, le stéréotype du Français, c'est le blanc occidental, et le stéréotype de l'Africain, c'est l'homme noir. Et l'Antillais se retrouve entre ces deux cultures, puisque, en fait, alors on parle d'épigénétique, mais de ce mélange culturel, à la fois de ce brassage de culture, de ce brassage de génétique. Et donc se pose le problème, il y a quasiment, on pourrait dire, un conflit de loyauté dans la question de l'identité dans laquelle il va se retrouver. Il a
il n'a pas que du noir. Si on va chercher chez nous tous, même l'antillais avec la couleur la plus ébène aura probablement dans sa génétique ou dans sa famille d'autres phénotypes. Et donc à ce moment-là, de quelle manière? Et c'est là que se pose le problème. Comment je fais avec le fait de pouvoir... Alors, si on explique ce schéma, du côté gauche, nous avons le stéréotype du français. Alors, ce stéréotype du français va permettre d'accéder à un certain nombre de choses. Il va permettre d'accéder à l'intégration sociale. Le stéréotype du français, il y a d'un côté l'identité française, la référence républicaine qui est la référence politique, l'organisation politique, et au fond, nous allons tomber dans la question de l'égalité sociale. Dès lors où vous êtes de l'autre côté, je vais aller vite sur le stéréotype de l'Africain ou le stéréotype du Noir, d'abord, vous avez une identité étrangère. Quand vous êtes en France, moi, quand j'ai vécu à peu près 30 ans à Paris, quand j'arrivais, on me disait, tu viens d'où d'Afrique? Je disais, je ne suis pas africain, je suis français. Oui, mais tes parents viennent d'où d'Afrique? Mes parents ne viennent pas d'Afrique, ils viennent de Martinique. Et donc, systématiquement, tout ça pour expliquer que le phénotype que vous avez, qu'on a, finalement, renvoie l'autre au fait d'être étranger. Parce que dans la construction sociale, dans la modification, quand on est passé en 1848 de l'esclavagisme à la citoyenneté, ben, il n'y a pas eu un rapprochement. Il y a une dichotomie sociale originelle de cette population et il n'y a pas eu un rapprochement. Il n'y a toujours pas vraiment de rapprochement entre les populations, en tout cas d'un point de vue politique. Il y a un rapprochement probablement entre les gens, probablement au niveau affectif, mais pas de rapprochement politique. Et on n'a pas enseigné aux gens de l'Hexagone l'histoire des Antilles comme nous, on nous a enseigné l'histoire de l'Hexagone. Et les études sociologiques, les études historiques, les études qui se font remettent en cause, si vous voulez, le schéma que l'on nous a proposé, la structure qu'on nous a proposée. Alors, je parlais tout à l'heure de l'acculturation. Je pense vite fait à Ernest Renan qui parlait de la nation et qui disait que l'oubli, je dirais même l'erreur historique, sont fondamentales dans la construction d'une nation. Car pour construire une nation, il faut que les hommes aient beaucoup de choses en commun, mais qu'ils en aient oublié beaucoup d'autres. Donc vous voyez que la notion de l'oubli est une notion très importante pour accéder à la citoyenneté. Mais que, au fond, dans l'enculturation qu'on a reçue, dans l'éducation que l'on a reçue, il y a des traces. Et que le fait de nous demander de dire ça nous met dans une problématique entre où on va se trouver. Donc ce processus de socialisation qui nous demande d'oublier va nous conduire à des conflits identitaires. Ces conflits identitaires vont nous conduire soit à l'accès aux droits et aux biens, avec plus ou moins de difficultés, si on accepte de s'inscrire totalement dans le stéréotype du français, sachant que finalement ce processus nous met dans une problématique entre français à part entière et français entièrement à part. L'antillais est donc d'une identité hybride, faite de globalement deux blocs, le côté européen et de l'autre côté le côté africain. Et c'est à lui après de faire un choix. S'il va trop du côté de l'Afrique, on va considérer qu'il n'est pas républicain, qu'il est plutôt sur une référence communautaire. Ça va le conduire finalement à de l'exclusion sociale. Donc, entre l'exclusion sociale et l'intégration sociale, il va se retrouver dans un tiraillement parce que du coup, il fera l'objet d'inégalités sociales, de discrimination et risque à terme de faire un repli sur soi. Alors, cette situation nous met dans une société qui est en crise. Il y a des revendications qui sont là depuis plusieurs années. Mais ça agit aussi sur le devenir et l'éducation des enfants. La crise sociale de 2009 a eu des conséquences sur le monde social d'aujourd'hui, sur la famille, sur la pensée. La crise sanitaire de 2020 à 2021, le scandale du chlordécone et la pandémie donc du Covid-19 ont bousculé et malmené la société dans laquelle nous sommes, nous emmenant même à repenser nous-mêmes, à repenser notre mode de vie, à repenser même notre manière de nous alimenter.
Donc, en tant que parents et en tant que personnes agissant dans ce domaine-là, nous devons, à un moment donné, trouver des éléments sur place ou des éléments endogènes qui nous permettent d'accompagner les parents et de leur permettre d'être parents, de jouer leur fonction. La difficulté, c'est que, vous savez, c'est comme les racines. Plus nous avons des racines qui sont profondes, plus nous allons tenir. Je pense à une personne qui n'est plus là et qui est partie le 14, je crois, il n'y a pas très longtemps, Monsieur Motonde, et qui disait qu'il admirait les cocotiers parce qu'ils étaient enracinés et que des vents de 200 km passent, 200 km passent, et que le cocotier est toujours là. Et donc, nous, ce dont nous avons besoin, c'est de nous ancrer, c'est de nous lester, c'est de trouver au travers de notre culture, au travers de notre passé, au travers de notre histoire, des choses nous permettant d'exister, des choses nous permettant de donner une valeur positive à notre entourage, à nos passés, à nos ancêtres, et de les laisser, de les enseigner, de les transmettre aux enfants pour que eux-mêmes puissent avoir une vision positive et s'ancrer dans ce sol, dans cette histoire, dans cette terre, dans ce monde, et lutter contre le risque de disparition que nous risquons d'avoir. Donc la situation sociale en Martinique a des conséquences sur l'éducation parentale. Le décrochage scolaire est en progression sur le territoire. L'illettrisme est toujours supérieur à celui de l'Hexagone. La délinquance est en pleine mutation. Alors, il faut savoir que chez les enfants, les jeunes, hein, les adolescents, ceux qui ne sont pas encore majeurs, il y a une baisse de la délinquance. Mais elle se modifie, la délinquance. Elle se change, elle s'organise. C'est plus une délinquance de plus en plus de groupes, de pièges, voilà, que vont vivre les enfants aujourd'hui. Et il y a probablement de moins en moins de jeunes en prison avec la PJJ, mais il ne demeure pas moins que la problématique existentielle, la problématique du devenir se pose. Surtout quand on a un illettrisme qui est important, qu'on a du décrochage scolaire, qu'on a du harcèlement, et que parfois les parents n'ont pas forcément les moyens, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, je ne vais pas parler que de l'argent, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui fait l'éducation, je crois que c'est parfois des repères culturels, et parfois de l'intérêt pour la culture et pour autre chose qui parfois empêche que des parents puissent conduire leurs enfants à d'autres choses. Qu'est-ce qui justifie cette étude? Alors, d'abord, c'est de pouvoir questionner la structure familiale en Martinique, de voir quelle éducation est dispensée et voir ce qu'il y a comme habitus ou comme modèle commun que nous avons au niveau de l'éducation. Donc, le processus de socialisation vient nous montrer que... alors, il y a un problème sur l'éducation, sur le fait que... je suis perdu pendant quelques secondes, mais ça arrive. L'éducation, c'est le pendant de la socialisation. C'est ce qui va conduire les enfants à être autonomes et à grandir. Mais cet outil d'éducation devient un problème. Donc, on va essayer de regarder plus loin, là-dedans, quel type de problème et quel type d'éducation il y a. L'autre intérêt de cette étude, c'est le type d'étude. Il s'agit d'une étude empirique qui va croiser l'analytique, l'expressivité et qui va tenter de mélanger à la fois l'ethno, le psycho et le sociologique, l'ethnographie, la psychologie et la sociologie pour tenter de comprendre, parce qu'on ne peut pas prendre par un seul bout cette histoire des Antilles. Donc, il y a une équipe de chercheurs venant de plusieurs horizons et de plusieurs disciplines pour tenter d'apporter un éclairage et en tout cas une analyse de la situation sur laquelle nous sommes. Enfin, il y a une question d'évaluation. L'évaluation, on va d'abord voir les risques et bénéfices. Quels sont les bénéfices d'une telle enquête? Mieux comprendre la dynamique familiale par l'appréhension, par l'appréhension des rôles, le rôle du père, de la mère, qui ne sont pas toujours forcément des géniteurs.
Être parent ne renvoie pas systématiquement au fait d'être géniteur. On peut jouer un rôle éducatif, un rôle parental parce que nous faisons partie de la famille, parce que c'est un oncle, parce que nous sommes oncles, parce que nous sommes grands-oncles, parce que nous sommes cousins, parce que nous sommes voisins, parce que nous sommes amis, et qu'il reste encore un petit peu ce maillage-là dans la société dans laquelle nous sommes, et qu'il faudrait probablement peut-être la protéger. L'étude nous dira ça. Il faut accompagner de façon plus singulière les parents. Donc pour ça, il faut mieux cerner leurs besoins et leurs attentes pour les accompagner et identifier les difficultés qu'ils ont. Ramener du sens dans la fonction parentale et la valoriser, parce que, alors à la fois à l'intérieur de la famille, mais aussi à l'extérieur de la famille. Rappeler que les parents, c'est déjà c'est le modèle d'attachement, c'est les premières personnes à qui on s'attache. L'affectif, l'attachement, c'est d'abord les parents, ceux qui nous mettent au monde, ceux qui nous voient tous les jours, ceux avec qui il se développe une relation à la fois énergétique, mais aussi affective. Proposer une vision nouvelle de la parentalité aux différents professionnels, mais aussi aux parents. Adopter une vision salutogénique, ça veut dire qu'on sort de la difficulté, de la question pathogène, du mal, pour arriver à quelque chose de salutaire. Donc, le risque de cette enquête, c'est d'enfermer les parents dans un modèle. Et c'est ce qu'on essaie de ne pas faire, de ne pas les enfermer dans un modèle spécifique. Essayer de trouver avec eux les modalités ou un modèle qui corresponde davantage à la situation sociale, à la situation culturelle et à la situation intellectuelle dans laquelle nous nous trouvons. L'objectif principal de cette enquête est de proposer un accompagnement de la parentalité spécifique en tenant compte de l'environnement, des attitudes, des croyances des parents martiniquais. Alors rappelons que la question des croyances nous renvoie à la fois à la religion, mais nous envoie aussi à la question magico-religieuse qui est très importante et qui parfois joue un rôle déterminant dans l'éducation des enfants, dans le comportement des enfants, dans l'intelligence comportementale que l'on peut avoir ou pas, dans la méfiance des uns et des autres, et aussi de comment les parents considèrent cette dimension. Beaucoup d'enfants ont été élevés dans la peur, dans le doute, dans le risque, dans le quimbois, dans la méfiance des autres, et je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose qui puisse permettre d'aller vers l'autre et de permettre à l'autre de venir vers soi. Donc cette dimension est importante, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, et quel que soit le culte religieux que l'on embrasse, que l'on épouse, que l'on écoute, on a forcément toujours derrière soi ou autour de soi ou sur la tête l'idée de quelque chose autour du magico-religieux qui va de toute façon influer sur le comportement de l'enfant. Les objectifs secondaires sont d'abord mieux comprendre la dynamique familiale à la Martinique, mieux appréhender les différents types de monoparentalité, proposer des outils de parentalité adaptés au territoire. Donc ce sont les éléments que nous aimerions pouvoir tirer et que j'espère que nous pourrons tirer de tout ça. Les critères d'inclusion pour les personnes, pour la population qui sera étudiée, ce sont des familles monoparentales de Martinique, des familles ayant des enfants scolarisés du CP au CM2, des familles ayant des enfants scolarisés en école primaire publique. Les critères de non-inclusion sont la famille composée de parents mariés, pacsés ou en concubinage, puisque nous, ce que nous voulons regarder, ce que nous souhaitons regarder, c'est la famille monoparentale. Comment elle vit avec le père ou avec la mère, qu'en est-il, quelle est la place du père, quelle est la place de la mère, de quelle manière ces deux personnes interagissent. On peut noter, j'ai eu l'occasion de travailler dans le socio-judiciaire et j'ai pu constater les difficultés qu'il y avait dans les relations parents-enfants et dans les relations parents-parents. Parce que très souvent, l'enfant devient un objet de pouvoir, l'enfant devient la balle de ping-pong entre deux raquettes qui à chaque fois accusent le coup, mais là où on oublie quelque chose, c'est que c'est la balle qui prend les coups et la balle c'est l'enfant, et que des tapes comme ça pour un enfant qui est en train de naître, être catapulté d'un côté ou de l'autre avec de la violence physique et de la violence morale et parfois de la violence institutionnelle, ne sont pas non plus compatibles avec un développement serein de l'enfant. Donc les professionnels qui sont
sur le terrain et qui sont en lien avec ces personnes-là font un énorme travail relationnel entre les parents pour essayer de les rapprocher et trouver des modus operandi, des modes opératoires permettant d'apaiser la relation entre le père et la mère et parfois entre les grands-parents et les parents. Donc, comment ça va être recruté? Le recrutement des familles va se faire à partir des écoles. C'est-à-dire qu'on va envoyer, alors il y a le rectorat qui est d'accord sur l'intervention. Donc, l'école c'est le meilleur moyen de pouvoir joindre les deux parents. Parce que très souvent dans une famille, la maman, des fois, n'a pas forcément envie de donner les coordonnées du père, etc., etc. Donc, on va, par l'école, tenter de joindre les deux parents, le père et la mère. Et les enquêtes ne se feront pas à l'école, bien évidemment, elles se feront sur le lieu de vie des parents. Donc c'est toujours la dimension d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre. Ça nous permettra de voir l'environnement, de comprendre l'environnement, et ça nous donne, quand on fait des recherches, des éléments qui sont patents pour l'analyse et qui nous permettront d'avoir une analyse différente que si nous étions simplement restés ou allés à l'école. Et puis ensuite, faire venir les parents à l'école n'est pas une bonne chose, parce que pour des parents, l'école demeure toujours un lieu de souffrance, un endroit où ils n'ont pas forcément envie d'être, un endroit où parfois s'exprime de la violence de leur part, et donc on veut éviter ce genre de choses-là. Et puis ensuite, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, quand les gens sont dans leur environnement, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple de recueillir des données, de discuter avec eux, d'observer aussi l'entourage, le cadre dans lequel ils évoluent. Donc, je l'ai dit, le rectorat est en route avec nous. La direction des écoles primaires doit répondre, il répond plus ou moins rapidement, puisqu'il y a quand même, ça vient de commencer, l'école vient de commencer, l'étude, on a eu un petit peu de retard compte tenu des impératifs des institutions. Donc, l'étude, elle devait un peu plus tôt commencer. Et donc les calendriers sont bousculés, sont à revoir, sont à réorganiser, mais en tout cas, le contenu, la matrice de l'enquête est posée depuis un moment. La perception de l'enquête, elle est là. Nous allons, alors après cette présentation, commencer de plus en plus à rentrer sur le terrain et à en parler. Donc, si les parents choisissent de participer, un courrier leur sera envoyé. Il y a toute une série de documents qui leur sera remis, l'explication de l'enquête, les raisons de l'enquête. On leur explique comment leurs données sont protégées et pourquoi elles doivent rester anonymes. S'ils acceptent que les enfants viennent, ils doivent donner l'autorisation. Cette autorisation, normalement, devrait passer par l'école et nous revenir. Et on essaye surtout de faire en sorte de passer par l'école et de rencontrer les deux parents, parce qu'il y a des situations juridiques qui font que les parents ne peuvent pas se rencontrer, ou n'ont pas le droit de se rencontrer, ne peuvent pas se rencontrer, ou ne veulent pas se rencontrer. Donc, de ce point de vue-là, on va tenter d'avoir accès aux deux parents. De quelle manière on a organisé cette recherche? Alors, il y a 3 collectivités, Cap Nord, c'est ça, Espace Sud et la CACEM. Il fallait s'organiser. 32 communes, mais c'est pas beaucoup, mais c'est quand même assez complexe. Donc, comment on allait s'organiser? Nous sommes restés de manière très basique, Nord, Centre, Sud, mais nous avons séparé, parce que nous savons que les gens qui vivent sur le côté atlantique ne sont pas ceux qui vivent du côté atlantique. Et que vivre à Font-Saint-Denis n'a rien à voir avec le fait de vivre à Macouba, ou de vivre à Sainte-Marie, ou de vivre à Bellefontaine, ou de vivre au Carbet. Donc, le Nord est séparé en 3 parties, Nord-Atlantique, Nord-Caraïbes et Centre-Nord. Le Sud, idem, Sud-Caraïbes, Sud-Atlantique et Centre-Sud. Et la CACEM, idem, de la même manière. Donc, sur le Nord, nous avons choisi de rencontrer 15 familles, 5 Atlantiques, 5 Centres et 5 Caraïbes. Idem pour le Sud, et dans le Centre où la population est beaucoup plus importante, ça fait 40 familles. Donc, ça fait au total 70 familles
Mais sur ces 70 familles, il faut tenir compte qu'on risque de voir le père, la maman, l'enfant ou les enfants. Donc, voilà, plutôt que de 70 personnes, si on multiplie par 3 les familles, nous sommes déjà à pratiquement 210 personnes que l'on va investiguer, qu'on va voir, qu'on va écouter, qu'on va auditionner, qu'on va interviewer. Et le travail derrière, pour ceux qui ont l'habitude, sera magnifique, hein, surtout la transcription. C'est un très joli boulot. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir faire la transcription, volontiers. Les outils d'évaluation, notamment le récit de vie. Alors, pourquoi le récit de vie? Parce que le récit de vie, c'est au travers du récit de vie que nous pouvons questionner l'identité, la question de la parentalité, comment les gens considèrent leur rôle de parent, comment ils se considèrent en tant que papa, en tant que maman, en tant que beau-père, en tant que belle-mère, etc., en tant qu'accompagnant, hein, et aussi dispenseur de savoir, de connaissances et de savoir-être. L'éducation, comment on peut l'interroger, comment on peut la concevoir et quels sont les éléments qui permettent d'appréhender les représentations de la parentalité que l'on peut avoir. Il y a un questionnaire qui est un questionnaire sociodémographique qui sera à la fois présenté aux enfants mais aussi aux parents, mais de manière très spécifique. Il cherche à savoir l'âge, les catégories socio-professionnelles, le lieu de vie des personnes, la situation sociale dans laquelle les personnes se trouvent, parce que le récit de vie, les gens vont nous raconter des choses, mais nous avons besoin de choses un peu plus factuelles pour pouvoir présenter les personnes que l'on aura rencontrées. Les contraintes qui sont liées à l'étude sont la disponibilité des familles, les déplacements sur l'ensemble du territoire, le recueil de données et leur dépouillement, le recueil auprès des enfants, qui sera aussi une difficulté, la lourdeur administrative. Vous voyez, bon, c'est pas toujours évident parce que, par exemple, le rectorat était opérationnel, mais il y a un changement de recteur, il y a un changement de direction, donc tout ça prend un petit peu de temps et on doit s'adapter à ces impératifs-là, à ces exigences pour pouvoir avancer. Le recueil et la gestion des données, les données seront anonymisées, on va y arriver, hein, et confidentielles. Normalement, elles devraient être regardées 10 ans avant d'être détruites. Et donc, les informations que nous allons recueillir vont être enregistrées et par écrit, mais de temps en temps peut-être aussi avec un dictaphone pour ne pas tout perdre. Les données seront analysées, c'est une analyse croisée du discours qui sera faite. Donc, à partir des récits de vie, pour aboutir à une analyse qui permet d'identifier les indicateurs et repères propres à la trajectoire psychologique, sociale des individus et de leurs familles. Un rapport sera remis à l'observatoire et des fiches actions pourront exister et pourront être mises en place pour aider les parents et les intervenants de terrain à travailler autour de la parentalité. Et évidemment, nous ne sommes pas seuls puisqu'il y aura beaucoup d'autres personnes et beaucoup d'autres chercheurs qui vont nous rejoindre et participer. Alors le calendrier prévisionnel est à revoir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'administratif, les institutions ont un mode de fonctionnement et ce mode de fonctionnement ne s'est pas forcément calé avec le calendrier, avec les étapes que nous avions. Voilà, je vais vous présenter globalement les quelques éléments. Alors bon, ça c'est une petite synthèse, c'est juste pour présenter les thèmes, les thématiques qui vont être abordées. Là-dedans, nous avons des items qui sont très spécifiques. Donc chacun de ces 6 items, chacun de ces sites thématiques ont plusieurs items à l'intérieur. On ne va pas les détailler ici parce que c'est pas le but. C'est juste histoire de présenter la recherche et voir un peu ce que l'on met à l'intérieur de cette recherche. Donc, ça sera la présentation générale de la famille, combien d'enfants, est-ce que c'est une... Voilà. Combien d'enfants? Est-ce que ce sont des enfants de la même famille, du même père? Est-ce que c'est une famille divorcée? Voilà, c'est un peu l'image de la famille.
c'est presque l'histogénèse de la famille, hein, qu'on va voir. Hein. Le parcours de parents, de quelle manière ça se passe, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les parents ou qu'ils rencontrent. Le modèle éducatif, quel modèle éducatif est mis en place, si c'est un modèle autoritaire, un modèle autoportant ou autre, ça, on va le découvrir avec l'enquête. Le modèle culturel ou culturel et religieux, parce que ça c'est quand même important, une famille adventiste ne va pas vivre de la même manière qu'une famille évangéliste, et pas du tout de la même manière qu'une famille catholique, et encore moins d'une famille rasta, et encore moins d'une famille témoin de Jéhovah, bouddhiste, etc. Donc vous voyez que la question de l'éducation prend aussi cette dimension-là, et c'est aussi à partir de ce critère, puisque très souvent les religions organisent les sociétés, organisent les modes de vie, les fêtes, les temps de repos. Il y a des gens qui vont travailler du lundi au dimanche, il y a d'autres qui le vendredi soir vont arrêter jusqu'au dimanche. Donc vous voyez que la question de la croyance religieuse, du culte religieux, participe et contribue à l'éducation des enfants. Donc tout cela nous permettra de regarder la place que ça occupe dans la question de l'éducation des enfants, la dynamique familiale. Donc de quelle manière elle est, si les rapports entre frères et sœurs, si les rapports entre les parents sont fluides, si les enfants peuvent accéder à leurs parents naturellement. Et bien souvent, on s'aperçoit que beaucoup d'enfants qui sont en difficulté n'ont pas forcément accès à tous les parents, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas accès à leurs parents qu'ils sont en difficulté, parce qu'il y a des enfants qui ont accès à leurs parents, à leur famille, qui ont accès à des besoins, qui ont accès à beaucoup de choses, mais qui, de toute façon, ça conduit à des difficultés, à des catastrophes, et puis les représentations sur la parentalité qui peuvent exister. Voilà, donc, et puis pour les parents, le questionnaire va tenter, je l'ai dit tout à l'heure, d'identifier, ça c'est les grands thèmes, hein, et puis bien évidemment là-dedans, il y a plus de choses qui sont précisées. L'identification, un homme, une femme, l'âge, la situation familiale, célibataire, divorcé, veuve, l'habitation, le lieu d'habitation, où les gens habitent, dans quoi les gens habitent. Parce que ça, je crois que c'est très important. Habiter dans une maison n'a rien à voir avec le fait d'habiter dans un immeuble. Habiter dans une résidence n'a rien à voir avec le fait d'habiter dans une cité. Habiter dans le rural n'a rien à voir, même si on habite dans un immeuble, n'a rien à voir avec habiter dans une grande ville. Par exemple, si vous habitez Cité Dillon, que vous habitez Ozanam, voilà, Debrion. C'est pas la même chose que si vous habitez Didier, que vous habitez Balata. Et même à Didier, c'est pas la même chose d'habiter Didier, qui est un quartier que l'on considère comme un quartier UP, bourgeois. Mais il y a des bâtiments de l'autre côté. Il y a Mon-Coco, je crois. Il y a plein de chansons qui disent Diffé qu'elle met Mon-Coco. Diffé qu'elle pris Mon-Coco. Il y a une chanson qui dit ça pour dire que bagaille là chaud. Donc vous voyez que même dans des endroits comme ça, nous avons un mode de vie, nous avons voilà, ça c'est pas la même chose. Donc l'habitation est importante. Est-ce que les gens sont locataires? Est-ce que ils sont locataires ou propriétaires? Ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que les gens vivent dans un studio, dans un 2 pièces? Une famille avec 3 enfants, si elle vit dans un studio, c'est pas du tout la même chose qu'une famille qui vit dans un 5 pièces. On est d'accord? Quelqu'un qui vit dans un bas de villa n'a rien à voir avec quelqu'un qui vit dans une villa ou dans un appartement. Donc tout ça nous enseigne, tout ça nous dit des choses et nous dit quels sont les facteurs qui vont causer de la pression sociale et qui vont conduire peut-être à des difficultés de socialisation, d'autonomie et de développement de l'enfant. Enfin, les CSP, les catégories socio-professionnelles, et c'est vrai que quelqu'un qui, alors très souvent, parce qu'on dit des choses qui ne sont pas tout à fait justes, que le Martiniquais, il fait néant. Moi, je connais des gens qui travaillent, qui ont 2-3 travails par jour. D'accord? Ils sortent du boulot, même si elle est assistante d'une secrétaire quelque part, va peut-être faire du ménage quelque part ailleurs. Elle va peut-être trouver le dimanche de quoi faire des gâteaux pour boire et manger. De toute façon, bon, les femmes comme les hommes et les femmes ont beaucoup travaillé. C'est des personnes qui ont beaucoup travaillé dans la société martiniquaise. Il y a très peu de femmes qui sont restées à rien faire. Même
aux époques passées, puisque elles ont vendu des gâteaux, des bonbons qu'on appelait des gâteaux, des nougats, des pistaches. Elles ont fait de la cuisine, elles se sont toujours débrouillées, les femmes. Et les hommes aussi, parce que évidemment, il y a des jobs. Donc voilà, donc ce sont les résultats, ce sont des situations qu'on a, qu'on va rechercher. Pour les enfants, la situation est moins importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les questions autour de la question du logement, le lieu de résidence, on va voir s'ils sont chez les parents, où ils vivent. On va donc avoir une identification, fille ou garçon, la date de naissance. Alors vous voyez que comme pour les parents, il y a une codification, ce sont les 3 premières lettres du nom et les 3 premières lettres du prénom qui vont permettre de repérer, puisque quand on va écrire, il va falloir repérer, et repérer les enfants et les parents pour faire la corrélation, puisque de toute manière, on va interviewer le père, interviewer la mère dès que possible et interviewer l'enfant ou les enfants. Et on doit regarder dans cette structure familiale quelles sont les dissemblances ou les ressemblances qu'il peut avoir. Donc la date de naissance, le lieu de résidence et les thématiques qui seront abordées, la présentation de la famille de manière générale, mais avec moins d'items à l'intérieur, la relation et la dynamique familiale, de quelle manière l'enfant vit la relation avec sa famille, avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses demi-frères, ses demi-sœurs, si c'est une famille recomposée, mais on regarde toujours l'idée d'une famille monoparentale, mais on peut avoir une famille monoparentale avec des enfants de plusieurs lits. Donc de quelle manière ça se passe, de quelle manière le rapport entre les parents et les enfants se font, de quelle manière les parents eux-mêmes sont-ils en relation. L'apprentissage, donc rappelons-nous qu'il y a quand même des difficultés sur le décrochage scolaire, sur l'illettrisme. On parle même pas là de l'impact des écrans sur l'éducation des enfants. Et puis aussi les activités extrascolaires que les enfants peuvent avoir, la culture, la religion, comment l'enfant lui il le vit, comment il se le représente, quelle place ça a pour lui, est-ce que c'est un enfant qui va tenir compte de ça ou est-ce qu'il est bien avec ça, est-ce qu'il est d'accord avec ou est-ce qu'il est en conflit, parce que les enfants peuvent être en conflit avec la croyance religieuse des parents. C'est-à-dire que les parents peuvent être, admettons, je ne sais pas, disons, je prends un cas un peu particulier pour expliquer, les parents peuvent être adventistes et l'enfant à l'école peut avoir à goûter du jambon, parce qu'on lui donne du jambon. Et il a envie de manger du jambon parce qu'il trouve que c'est bon et que les parents vont lui dire non. Donc vont se mettre en place des tensions entre les parents et les enfants parce que l'enfant a décidé de quelque chose et que les parents décident d'autre chose. Et que l'État, vient jouer un rôle entre la relation parent-enfant et ça va déterminer in fine la manière dont les parents vont vivre avec leurs enfants. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir fait le tour pour vous présenter cette recherche. Alors, il y a 2 parties. Il y a cette enquête que l'on fait et puis il y a un diagnostic partagé. Mais ça c'est autre chose qui sera fait sur le terrain avec les partenaires, les professionnels pour essayer d'identifier s'il y a un langage commun, toujours à la quête des habitus en matière de parentalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Moïse. Donc, nous avons un petit moment d'échange. Nous avons présenté le projet. Le projet, nous le soumettons à votre vigilante réflexion. Alors, il y a plusieurs types de débats qu'on peut prendre. Il y a un type de débat, on va dire, entre chercheurs. Donc, un débat d'experts. Faut pas faire ci, faut faire ça, faut faire comme ci plutôt que comme ça, etc. Nous avons à l'heure actuelle réuni un petit réseau, on va dire ça comme ça, d'une trentaine de chercheurs, moitié locaux, moitié extérieurs. Donc, évidemment, la recherche en question fera l'objet de réflexions de leur part, d'analyse, de critiques, de propositions, etc. Voilà. Et puis, il y a nous.
Alors je dis nous parce que moi-même je ne suis pas chercheur, je suis un des vôtres, d'accord, infiltré dans ce monde des chercheurs, de façon à ce qu'effectivement, on essaye de faire des choses qui nous sont nécessaires, utiles. Et évidemment, bon, en disant cela, je ne veux pas stigmatiser les chercheurs. Tous ceux qui sont ici présents, mais aussi ceux qu'on a réunis, et je salue au passage la présence du professeur Jean-Pierre Courtois, qui va intervenir peut-être dans notre débat et ensuite pour nous présenter son intervention sur la psychoéducation. Mais tous ces chercheurs-là sont aussi orientés, bon, recherche, action, qu'est-ce que ce qu'on va faire là peut apporter concrètement à la société martiniquaise, etc. Et donc, c'est de ce point de vue-là que je vous sollicite maintenant pour que vous nous fassiez savoir est-ce que ça vous paraît correspondre à des besoins que vous avez, à des questions que vous vous posez, à des solutions que vous voulez chercher, etc. La parole est à vous, Marina, si tu veux bien. Elle va vous passer le micro. Alors, il faut parler dans le micro parce que on peut se parler avec l'installation de l'amphithéâtre. C'est une très bonne chose. Mais pour être enregistré, il faut parler dans le micro que Marina va vous faire passer. D'accord? Donc, levez la main et puis elle vous fait passer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Madame Laurie Lienafa, adjointe au maire de la ville de Ducos, vice-présidente du CCAS et à titre personnel, je suis travailleur et accompagnante à la parentalité. Je suis particulièrement enchantée d'entendre l'exposé de monsieur concernant cette enquête qui sera faite, cette enquête publique qui sera faite. J'aimerais savoir, alors peut-être que vous l'avez détaillé et que je n'ai pas entendu, j'aimerais savoir par quel biais vous allez passer pour pouvoir faire cette enquête. J'ai bien compris qu'il s'agissait d'atteindre le public cible des enfants de CP au CM2. Est-ce que vous avez l'intention donc de déployer des équipes sur les communes ou alors d'utiliser les moyens humains que nous avons par exemple sur nos collectivités locales comme justement les CCAS et pourquoi pas les services d'éducation. Alors, je me permets de poser la question parce que nous sommes aujourd'hui sur la ville de Ducos, une commune plus ou moins dynamique. Nous avons comme axe prioritaire de développement de notre politique sociale la parentalité. Et nous avons plusieurs partenaires, notamment la CAF, qui nous accompagnent sur différents dispositifs que nous mettons en place. Donc, pour ne pas les nommer, nous avons EduxSolo, donc qui permet justement d'accompagner les familles monoparentales de la collectivité de Ducos sur le territoire ducosais. Nous avons également mis en place le Café des parents, donc là, effectivement, qui englobe tout type de parents, même ceux qui sont mariés, on n'est pas du tout sur la même catégorie. Mais en tout cas, on essaie de vulgariser le concept de la parentalité pour pouvoir aider, à l'aide bien sûr de professionnels tels que les psychologues, mais aussi les experts en parentalité, aider les parents à pouvoir se sentir bien dans leur rôle parental, d'avoir un modèle parental qui leur correspond, qui correspond à leur singularité. Et donc voilà, j'aimerais ça. C'est pour ça que je vous pose la question, à savoir via qui vous allez pouvoir intervenir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, nous avons contacté déjà le rectorat. D'accord ? Ça, je l'ai entendu, oui. Bon, donc ça, c'est le rectorat. Évidemment, nous sommes en train de cheminer, donc il y a tout un travail d'élaboration, d'écriture qui a été fait. Les maisons de la parentalité, évidemment, doivent être au cœur, puisque les CCAS, la CAF, qui est un partenaire essentiel. Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de mutualiser toutes ces possibilités-là, de multiplier les possibilités pour rencontrer les parents. La première direction, c'est l'école,
puisque de toute façon, souvent l'école est en contact avec le papa et avec la maman. Donc ça nous permet à partir de l'école d'envoyer le message au père et d'envoyer le message à la mère. Chacun de leur côté répondra ou pas. D'accord? Donc ça c'est le premier axe de travail. La deuxième chose qui peut être faite, c'est ce que vous dites, évidemment, tous ceux qui sont des acteurs de terrain de proximité, comme les CCAS, comme les maisons de quartier, comme les centres sociaux. Voilà, donc on va tenter, alors on va essayer de limiter en même temps, parce que vous voyez qu'on a 70 familles à avoir, si on multiplie par 3. Donc, et nous sommes une équipe restreinte. Alors, on aurait pu faire toute la Martinique. Mais ça, il faudrait plus de temps, plus d'argent, plus de monde. Bon. Et pour l'instant, si vous voulez, ça va nous donner un premier regard. On ne peut pas dire que 70 familles sont totalement représentatives de la situation de la Martinique. Ça va nous permettre de faire une étude qualitative, d'accord, avec quelques éléments quantitatifs pour nous permettre de dire, de normer de manière scientifique, et même si on n'a pas ça, voilà. Donc ça permet quand même d'avoir un groupe pilote. Ça sera sans aucun doute un groupe pilote que nous aurons. Ça sera un groupe pilote. Je ne sais pas, nous ne savons pas ce que vont donner. Alors on peut présupposer, puisque souvent quand on est chercheur, on cherche l'évidence et on cherche ce qui est à nos pieds. Donc on va voir ce qui est à nos pieds. On va regarder ce que ça nous dit et probablement que ça va nous conduire à quelque chose peut-être d'un peu plus large. Donc, cette démarche-là est une démarche, c'est de la recherche-action en fait. On va chercher, on va questionner, on va identifier, on va analyser et s'il le faut, on modifiera et puis ensuite on modélisera. D'accord? Puisque c'est quand même une chose que l'on devra faire un peu plus tard, c'est-à-dire voir ce que l'on a, ce que ça nous dit, et puis voir si ce que nous disent ces 70 familles, peut-être plus loin, on aura la même chose, et donc du coup, on aura quelque chose d'un peu plus large. Si je réponds à votre question? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, bienvenue. Si vous voulez, ce serait bien qu'on échange, qu'on voit, parce qu'il y a aussi le diagnostic partagé auquel ce serait bien que vous preniez part aussi. Toutes les communes, si d'ores et déjà elles peuvent intégrer par le biais du CCS ou les maisons de la parentalité ou le service de l'éducation, de la parentalité, de la famille, etc. Intégrer le groupe qui va travailler sur le diagnostic partagé, ça nous aidera déjà beaucoup. Et puis, chemin faisant, je crois que c'est en faisant, c'est en bâtissant qu'on devient bâtisseur. Et c'est en cherchant qu'on trouve. Donc, probablement qu'ensemble, on va pouvoir trouver d'autres modes operandi, d'autres manières de fonctionner pour aller un peu plus vers la population, sachant qu'au départ, on essaye de rester sur cette énorme quantité de familles qui est 70 personnes. Merci beaucoup. Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est comme ça qu'on espère que le style de travail de l'ensemble du monde parentalité en Martinique va pouvoir évoluer. D'accord? Nous avons un foisonnement d'acteurs et d'actions parentalité sur le territoire, mais personne à l'heure actuelle n'est capable de dire il y en a combien, qu'est-ce qu'ils font, comment ils agissent, etc. Personne. On a chacun une petite vue de ce qui se passe par-ci ou par-là. Bon, voilà. Malgré des travaux qui ont déjà été faits à un certain niveau, je salue encore Madame Nadine Le Faucheur, qui s'est beaucoup intéressée à ces questions-là et qui a fait des travaux remarquables et remarqués. Mais il y a beaucoup de travail, on a beaucoup de retard et on a beaucoup d'urgence. Pour satisfaire ces urgences, il nous faut aller le plus vite possible, le mieux possible. Pour aller le plus vite, le mieux possible, on n'a pas le temps ni les moyens d'avoir une démarche complètement académique, complètement rationnelle, entre guillemets. J'emploie à dessein ces termes-là, en les caricaturant un peu. Il nous faut avoir la démarche qui nous permet d'avancer le mieux possible, le plus vite possible. Je ne sais pas si ça existe,
un concept d'espèce de pragmatisme scientifique. Hein. C'est presque redondant d'ailleurs, parce que, ok. Mais voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on va avancer. Et par exemple, j'espère que le fait qu'on vous ait présenté aujourd'hui ce projet de recherche vous interpelle pour une meilleure appréhension de vos propres actions d'ores et déjà. C'est-à-dire que nous faisons des choses tous les jours sans penser à se dire, tiens, mais comment je peux analyser ça? On poursuit notre idée, on poursuit notre action, etc. Mais on ne pense pas nécessairement à analyser vraiment ce qu'on fait d'un point de vue pour prendre un peu de recul, de hauteur, etc. J'ai récemment été interrogé par une responsable d'une structure parentale qui m'a dit, bon, elle veut faire une réunion, etc., recouper, tout et tout, bon, toute chose absolument indispensable et nécessaire, bon, et positive. Maintenant, je lui ai dit, ben, pendant que tu y es, essaie d'en profiter pour essayer de mieux comprendre certaines caractéristiques du public que tu accueilles, des besoins auxquels ils sont confrontés, des solutions qu'ils peuvent proposer, parce que c'est pas nous dans la salle, même si on s'y met à 50, qui allons trouver toutes les solutions à toutes les problématiques qui existent, toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, d'accord? Donc, cet état d'esprit, ce style de travail-là, si nous arrivons à nous en imprégner, ça va changer beaucoup de choses. Beaucoup, je crois. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis complètement admirable. Je suis retraité et j'ai eu l'occasion dans une vie passée d'avoir eu de nombreux entretiens avec des parents. Je suis complètement admiratif devant ce projet et j'admire parmi d'autres choses, j'admire votre courage. Alors, mon intervention va paraître soit de la provocation, soit de la naïveté. Est-ce que, à partir du moment où l'on met la politique ou bien des techniques de recherche, etc., est-ce qu'il n'y a pas une crainte, soit que nous arrivions, je dis nous involontairement, soit que nous arrivions vers un modèle de parentalité ou bien une parentalité modèle. Ça, j'ai peur un peu de ça. Et puis, dans tout cela, quelle est la place que vous réserveriez au sentiment? Parce que je n'ai pas entendu, sauf si j'ai été dit, dans votre intervention, le mot sentiment. Parce que à partir du moment où l'on parle de parents, on parle d'enfants, pour moi, il y a des sentiments. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'aurais été naïf. J'ose rêver, espérer que les sentiments soient à une très bonne place. Merci. Oui. Merci pour votre question. J'aime beaucoup le jeu que vous faites avec modèle parental ou parent modèle, parentalité modèle. Je pense que jusqu'ici, moi, je ne sais pas. Jusqu'ici, je ne sais pas. Notre enquête nous le dira. Les sentiments sont pris en compte dans la dynamique familiale, dans la partie dynamique familiale, les rapports entre le père et la mère, les rapports entre les frères et les sœurs. Oui, donc c'est là-dedans qu'on a un item, alors c'est la thématique, mais il y a plusieurs items. Oui, donc on va chercher à savoir quels sont les rapports, quels sont les sentiments, et aussi le discours qui va être tenu. Et c'est au travers de l'analyse et de l'analyse croisée que l'on va faire, qu'on va pouvoir identifier avec Madame Laguerre, par exemple, qui est clinicienne, qui est psychologue clinicienne, à mieux percevoir l'expression des sentiments. Donc on laisse place à tout, puisque c'est noté, ce sont des questions plus ou moins ouvertes, dans lesquelles on va essayer de voir si dans ce qui est dit, on arrive à trouver les items,
sans trop non plus cadrer, puisque c'est un entretien, un parcours de vie, hein, que c'est l'histoire de vie. Hein. On pourrait presque dire, il y en a qui diraient que ça va nous permettre de faire l'anamnèse de la personne. Donc oui, les sentiments vont être pris en compte. De quelle manière, je ne sais pas. S'ils sont très prégnants, très présents et que systématiquement ils font partie d'éléments qui ressortent, ben ça sera sans doute un item à créer puisque nous sommes dans une recherche-action. Donc on va modifier probablement. Il y aura peut-être, il y aura forcément des résultats non attendus et probablement qu'ils en feront partie. Donc oui, les sentiments vont être. Alors c'est pas essentiellement les sentiments, hein, c'est pas que les sentiments. Il y a aussi les sentiments qui vont être pris en charge, le ressentiment, enfin le ressenti. Et aussi de l'enfant, puisqu'on va parler d'enfantalité, de comment l'enfant se perçoit en tant qu'enfant, il se perçoit en tant que parent, de la place où il est. Donc il y a quand même des sentiments, et des sentiments qui seront pris en compte dans cette démarche-là. Oui, merci beaucoup pour la question. Hein. Je reconnais là l'humaniste éclairé et expérimenté que tu es. Je veux dire aussi que nous en sommes très conscients. Hein. Ça nous a amené d'ailleurs dans notre programmation de cette inauguration, ça nous a amené à introduire une conférence dont le thème était les émotions, facteurs clés de l'apprentissage. D'accord ? Et donc c'est une dimension qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, surtout nous, Martiniquais. Nous savons l'importance des émotions, on va dire ça comme ça, dans notre vie de tous les jours, hein, et dans nos conceptions des choses et du monde que nous exprimons. Hein. Donc, oui, c'est absolument nécessaire. Maintenant, je partage aussi la réaction de Moïse, on ne sait pas. On ne sait pas. Les premiers éléments d'enquête sur le terrain qu'on a, des besoins exprimés par les accompagnateurs hein, des actions parentales, c'est-à-dire nous-mêmes. Hein. Les premiers éléments d'enquête qu'on a, les 3 besoins prioritaires qui ont été exprimés, le premier besoin, 85% demandent de la formation, des webinaires. D'accord ? 77% demandent à pouvoir travailler en réseau, en partenariat. Et 69% demandent de la documentation. Vous voyez ? Bon, donc, quelque part, on peut se dire, quelque part, hein, qu'il y a la recherche d'éléments, d'outils permettant d'approfondir la réalité des choses, mais aussi de chercher à se raccrocher à des références, etc., etc. Bon, on peut se dire ça. Et dans les enquêtes, toujours les premières enquêtes, hein, on reste très prudent, parce que il y a beaucoup de travail à faire, je l'ai dit, dans les enquêtes qu'on a, la chose qui est mise en avant, le plus en avant par les répondants, c'est connaître les bonnes pratiques, les bons gestes. D'accord ? Donc, on est là, quelque part, dans la recherche de modèles. Bon, qu'est-ce que ça serait pratique quand même, d'avoir le manuel du bon parent, fut-il bon parent martiniquais, et puis de prendre la page 65 lorsqu'il est confronté à telle situation. Bon, évidemment, nous savons tous que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Mais c'est par vague, par couches successives de progrès de recherche intellectuelle, d'expérimentation, d'expérience, hein, que nous arriverons à sans doute avancer dans la résolution dans l'amélioration des solutions que nous apportons aux situations. Alors, j'ai redemandé à nouveau la parole. Je voudrais rebondir sur ce que monsieur disait tout à l'heure concernant les sentiments, mais également par rapport aux réponses que vous avez pu apporter. Je vous rejoins. Alors, notamment, quand vous avez parlé donc, de parentalité modèle ou de modèle parental, je crois qu'il est important de préciser qu'il n'existe pas une parentalité, qu'il n'existe pas un mode
un mode d'action parentale. Au contraire, il faudrait aujourd'hui pouvoir exprimer que la parentalité, elle existe uniquement par rapport à la relation que nous avons avec notre enfant. D'où l'importance, non pas forcément d'aborder le sentiment à son propre titre, mais plutôt le relationnel qu'il peut exister entre les parents et les enfants. Le relationnel et les différentes failles qui existent dans notre société aujourd'hui, puisqu'on a plusieurs toxicités qui gravitent autour de nous. On a du mal à se dire, on a du mal à être entendu, on a du mal à pouvoir exprimer ce qu'on ressent vraiment et comment on le ressent vraiment, parce que justement, nous avons ce modèle sociétal qui nous impose un cadre, qui nous impose une façon de faire, alors qu'en réalité, je pense que ce qui est important au découle de cette enquête, finalement, c'est de permettre à chacun des parents qui aura voulu participer à cette enquête de se rendre compte finalement qu'il a le droit d'être qui il est, mais que son enfant aussi a le droit d'être qui il est, et que c'est cette harmonie-là dans le cocon familial qui compte, et non l'idée de vouloir être bien vu de l'extérieur. Donc pour moi, tout ça englobe non pas les sentiments, mais le relationnel parent-enfant. Voilà. Évidemment que le relationnel, oui, toujours dans la dynamique, toujours dans la notion de la dynamique familiale, hein, et c'est important. C'est important parce qu'effectivement, hein, souvent les parents sont en difficulté parce que non pas parce qu'ils sont de mauvais parents, mais c'est souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens de comprendre forcément ce qui se passe à l'école. N'oublions pas qu'il y a un taux d'illettrisme quand même assez important. Quand vous avez des parents qui ont des difficultés à lire et à écrire, pour accompagner un enfant, évidemment que c'est compliqué. Vous comprenez? Vous confondez un 6 et un 9, vous confondez un A et un Z, et vous savez même pas ce que c'est un Z, vous savez même pas ce que c'est qu'un A, et l'enfant vous demande de l'aide. Donc, là aussi, le sentiment de frustration, de mal-être, etc., jouent. Et de quelle manière ce sentiment est réinvesti ou repris par les parents pour essayer d'accompagner l'enfant. Bien souvent, ça crée des tensions. Il y a aussi la question de l'intelligence comportementale, de comment on est, voilà. Donc toutes ces choses-là vont participer à la question de l'éducation et à la manière dont on va faire éducation. Mais ça, on interroge les parents, mais il est aussi évident qu'on doit interroger les travailleurs sociaux. Parce qu'on oublie que très souvent, dans l'intervention que nous avons nos représentations sociales et que nous avons nos jugements de valeur. Quand je vois une enquête faite par exemple, des gens de la PJJ et qui arrivent parce qu'il y a eu un souci dans une famille et que cet agent de la PJJ rentre dans la famille, voit la maman avec plein d'enfants autour d'elle, la dame avec un panier juste autour d'elle et ses seins en l'air en train de parler. Qu'est-ce que cette personne a fait? Elle a demandé à ce que les enfants soient enlevés à la maman parce qu'elle considère que le modèle éducatif de la maman n'est pas bon, que la maman n'a pas à être avec les seins dehors, que la maman n'a pas à parler comme ça. Vous voyez, alors que, en fait, il y a une stabilité dans la famille, il y a une stabilité dans la manière d'être. Donc tout ça pour dire que souvent le travailleur social, lui, arrive avec ses connexions personnelles, ses jugements de valeur, parfois sa religion, et ça je le dis parce que c'est quand même important, et va imposer à la famille son regard, et va imposer à la justice son regard, ce qui conduit parfois à des ruptures qui ne sont pas toujours très agréables entre les parents et les enfants et poser des problèmes. Et on sait que parfois des enfants qui ont un parcours de famille d'accueil, c'est un peu chaud. Hein. Déjà la séparation entre les parents, c'est pas toujours évident. Les familles d'accueil ne sont pas toujours prêtes, elles sont pas toujours... Bon, il y a des gens qui font ça. Il y a des personnes bienveillantes, il y a des personnes aimantes, mais il y a aussi des personnes qui sont là par intérêt. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément la culture de la parentalité vraiment et du partage et qui ont d'autres axes ou qui regardent les enfants autrement. C'est une réalité. Et cette réalité-là, on ne peut pas
on ne peut pas en faire, on ne peut pas ne pas la regarder parce qu'on se mentirait. Donc, en tant que travailleurs sociaux, en tant que décideurs, parce qu'il y a aussi des gens qui sont des décideurs, qui sont des adjoints au maire de la politique familiale, qui sont des directeurs de services familiaux, qui sont des directeurs de CCAS, qui sont des directeurs. Quel est le regard que vous portez sur vous-même, sur la famille et sur la famille? Et donc, ça aussi, c'est important. Ce sentiment-là est important. Jusqu'à quel point va-t-on dire que le mode de vie de quelqu'un n'est pas juste? Est-ce qu'on s'arrête sur la religion? Est-ce que l'on s'arrête sur l'école? Est-ce que l'on s'arrête sur ce qu'on nous montre à la télévision? Est-ce qu'on s'arrête sur l'idée de ce que doit être une famille? Est-ce que... Voilà. Donc vous voyez que les modèles familiaux que nous avons sont multiformes et variés. On subit beaucoup de tyrannie, j'ai envie de dire, hein, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit mentale, qu'elle soit économique. Et de quelle manière considère-t-on l'éducation, la formation parentale pour les enfants? C'est-à-dire de quelle manière les parents vont transmettre? Est-ce que finalement les parents ont abandonné à l'école et à l'institution l'éducation des enfants? Ou est-ce que les parents sont pleinement encore investis? Est-ce que des parents qui prennent leur voiture, par exemple, quand on va au couvent, et qui sont prêts à rentrer dans la classe avec la voiture pour mettre l'enfant sur la table de l'école, est-ce que ce sont forcément des bons parents et est-ce forcément une bonne parentalité? Surtout que si l'on considère parfois les bêtises que font ces mêmes enfants-là quand le dos des parents est tourné. Donc vous voyez, c'est peut-être un peu piquant, mais c'est une réalité dans laquelle nous sommes. Ouais, c'est cette réalité-là. Donc la question de une femme avec plusieurs enfants ou plusieurs maris, est-ce que c'est une bonne maman ou pas une bonne maman? Ça, c'est pas la question. Parce que c'est pas parce qu'une dame va boire du rhum, va fumer un joint, va faire des conneries, que finalement, elle serait une mauvaise mère. Et est-ce que la maman qui va aller à l'église tous les dimanches user son bol, ses genoux, hein, qui a usé bol genou, en la messe là. Oui, j'ai failli dire c'est bol genou. Mais c'est... Non, mais on est martiniquais quand même. Donc, accordez-nous hein, notre petit français banane qui nous donne la pêche. Hein? Du phosphate, bah, comme ça. Donc, on va donner un peu de force à ce créole-là qui fait pas de jeu de Welto avec nous. Hein? Pas de oui ou pas oui. Donc, voyez, on se rappelle de la Madone Lajosso. Hein? Vous imaginez comment ça a conditionné les gens? Vous imaginez les gens qui ont fait des fois Fort-de-France à je ne sais où, à genoux, sans chaussures, en sang. Les familles, les mamans qui disent aux enfants, maman, pourquoi ils suivent moi parce que c'est mon Dieu qui l'a, fini. Et traîner l'enfant. Jusqu'à ce que plus tard l'enfant ne croit plus en Dieu. Jusqu'à ce que plus tard l'enfant ne croit plus à l'Église catholique. Jusqu'à ce que plus tard l'enfant remette en cause. Jusqu'à ce que plus tard, il découvre la magie et qu'il se dise, mais ce qu'on m'a raconté. Vous voyez la situation, ce regain d'intérêt qu'il y a pour l'Afrique ancestrale, l'Afrique pharaonique, l'Égypte, etc., etc. Tout le travail qu'a fait M. Omotunde et tout ça là. Ben, tout ça nous parle aujourd'hui. Tout ça revient. Quand on parle de la Madone Lajosso, ça a été un jeu Welto, hein. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, il y a encore des gens qui pensent que la Vierge Marie est arrivée depuis les Trois-Îlets, qu'elle descend en ville comme ça. Mais, les conséquences de tout cela, quid de l'éducation, quid des rapports sociaux, quid des valeurs que l'on défend, des normes et des valeurs qui souvent font plus de mal à l'individu qu'autre chose. Et donc, il me semble que tout ça, nous devons tenir compte de ça, nous devons tenir compte de ces réalités-là et essayer d'apporter un exemple. Donc, pour les parents, oui, ce qui sont les sujets, les parents, les enfants, de quelle manière on fait avec eux, de quelle manière ça avance, mais aussi de quelle manière les professionnels, ceux qui interviennent, de quelle manière ils se positionnent. À quel moment ils sont dans le recul, à quel moment ils sont dans le non-jugement,
à quel moment ils sont dans la position d'assertivité, c'est-à-dire d'égal à égal avec les gens, et considérer que le mode social de la personne est spécifique, mais peut-être que ça nourrit l'éducation et l'autonomie de l'enfant. Oui, merci. Alors, d'autres interventions? Non, ça va. Oui, c'est moi. Oui, oui, pardon. Tu étais trop près. Oui, merci. Alors, j'aimerais juste rappeler quelque chose que nous avons entendu hier à Shelcher, une remarque faite par un parent sur la scolarisation à domicile et demander à M. Udino s'il serait possible de voir au niveau du rectorat le nombre d'enfants scolarisés à domicile sur le territoire pour que ces parents-là et ces enfants ne soient pas non plus oubliés. Merci. Je tâcherai de ne pas oublier, hein. Mais, mais vous voyez, c'est encore une dimension particulière. Bon, alors, est-ce que, oui, c'est une autre forme de parentalité, d'éducation. Donc, on peut essayer de se rapprocher du rectorat. Alors, pour l'instant, on va essayer de rester sur la ligne que l'on a là, parce que sinon, on va s'éparpiller et se retrouver comme l'histoire antillaise éclatée par de l'espace et dans le temps. Donc on va d'abord rester sur la recherche que nous avons définie et faire une connexion avec ces éléments qui sont juste à côté, qui peuvent aussi nous renseigner. Mais pour l'instant, c'est pas la question de l'école qui nous intéresse, c'est la question de la parentalité et de l'éducation, bien que l'école fasse partie de la question de la parentalité et de l'éducation. Hein. C'est la question de la parentalité, la place, par exemple, de la monoparentalité dans l'éducation des enfants, l'impact que ça peut avoir, la place du père. Est-ce que la place du père, le père dit absent, est-ce un mythe ou une réalité en Martinique? Et de quelle manière? Parce qu'il y a beaucoup de pères qui investissent leur rôle différemment et qui sont de plus en plus présents. Et ça pose aussi des problèmes avec les femmes, puisque jusqu'à là, la justice, l'État a plutôt plus généralement laisser la garde de l'enfant à la maman et mis le père de côté. Bon, après les conséquences que l'on connaît et que l'on voit. Voilà. Donc oui, on peut regarder ça, cette question d'enfants, de la scolarisation à domicile. Alors il y a sans aucun doute des raisons, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que gardons-nous de ne pas partir trop sur trop de choses et de nous ramener, parce que c'est un éclairage sur la question de la scolarité. Mais les sujets sur lesquels nous sommes, alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un petit peu, même si, voilà, c'est rester sur la question de la parentalité avec un regard peut-être sur l'école et voilà. Donc, c'est d'abord la parentalité dans les familles monoparentales avec des enfants de 4, enfin de CP au CM2. Il y avait une dame là-bas aussi tout à l'heure qui est derrière, juste avant la dame, si vous voulez bien. Merci. Merci, bonjour. Je reviens un petit peu en arrière sur ce qui a été dit. Je me demandais pourquoi dans l'étude ont été exclues les familles qui ont des enfants en maternelle ou de bas âge, puisqu'on a parlé d'émotion, de développement, du sentiment. Pour moi, en tout cas, la parentalité part du moment où il y a un lien d'attachement avec cet enfant qui est là. Et une fois qu'on arrive en primaire, donc on a déjà 6 ou 7 ans de vie avec cet enfant, il y a des problématiques qui se sont surajoutées aux problématiques de parentalité pure. Je suis orthophoniste de formation, j'ai eu affaire à beaucoup de familles, beaucoup de parents qui voient leur enfant à travers la scolarité de leur enfant, justement, uniquement. Et l'enfant devient le reflet de ses résultats scolaires et de ce qu'on dit de lui à l'école. Alors que finalement, ce lien de parentalité, il est bien en amont de tout cela. Pour vous parler un tout petit peu de moi, mais je remonte cette chaîne, justement, moi je me suis formée en accompagnement à l'allaitement, et au fur et à mesure du travail que j'ai effectué autour de cette parentalité, je remonte le lien, puisque les choses se passent en démarrage, même avant conception finalement. Donc, sur une étude autour de la parentalité, je me dis qu'on aurait pu ouvrir le cadre à des familles avec des enfants même non scolarisés encore, c'est-à-dire comment se passe qu'est-ce que vous vivez en fait autour de cet enfant, comment vous vous positionnez, quelles sont vos projections pour l'avenir sur cet enfant, avant même que d'autres personnes viennent vous parler de votre enfant autrement
que ce qu'il est à la base. Alors du coup, j'avais une autre remarque par rapport au recueil des données qui va être fait. Les personnes qui vont aller à la rencontre de ces familles, je ne sais pas quelle qualification, quelle histoire elles auront, mais effectivement, il y a un biais énorme qui est d'interpréter les propos, notamment des enfants, les propos qu'on va recevoir. Il est très facile d'interpréter les propos d'un enfant ou de les emmener là où on a l'impression qu'ils veulent aller. C'est extrêmement difficile de recueillir un propos, d'être neutre dans le recueil du propos. Alors c'est vrai que ça peut influencer toute l'étude, parce que a priori c'est quand même un tiers du travail, les propos de l'enfant. Donc il faudra veiller, je ne sais pas de quelle manière, mais à ce que les personnes qui vont recueillir ces propos-là soient extrêmement justes et neutres et laisse en arrière justement ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une bonne maman, qu'est-ce que c'est que, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de parents qui me demandaient comment faire. Et en fait, on en revient, on leur dit surtout pas comment faire. Personne n'est là pour dire à qui que ce soit comment faire. Par contre, c'est revenir à vous, qu'est-ce qu'il y a au fin fond, quoi. Comment vous voulez mettre les choses en œuvre. Par contre, alors moi, je glisse un petit peu dans mon action parce que justement, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire autour de la parentalité et comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va faire. Bon, voilà, j'en suis un peu là, moi, dans ma vie professionnelle, c'est pour ça que je suis là. Mais c'est-à-dire que pour faire les bons choix, en tant que parent, il faut avoir la bonne information. Et la bonne information, pour moi, elle n'est pas de dire c'est comme ci, c'est comme ça, etc. C'est de dire voilà comment se développe un être humain. Alors bon, moi j'ai une vision globale de l'être humain, une vision mondiale, puisqu'il y a de partout, dans toutes les cultures, dans le monde entier, on a un développement cognitif, affectif, etc., qui va être lié effectivement à l'environnement, mais qui va être avant l'environnement lié à qu'est-ce qui se passe entre deux êtres humains, entre trois êtres humains. Bon voilà, mais c'est d'abord deux, désolé. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut être très prudent avec ce recueil d'informations. Et je ne sais pas comment on peut le faire, parce qu'on est tous des êtres humains et on a tous nos prismes, on a tous nos facettes qui sont multiples. Et c'est vraiment un travail minutieux de pouvoir faire ce travail-là. Voilà, donc il faudra, j'espère qu'on aura pensé à le faire d'une manière extrêmement qualitative pour que cette belle enquête ne tombe pas dans des biais comme celui-ci. Voilà. Alors, merci Madame l'orthophoniste. J'ai envie de vous dire que d'abord c'est un choix. Nous avons fait un choix d'investiguer une partie de la population. Dans ce sens-là, on peut aller dans les enfants qui ont moins de 6 ans, depuis la maternelle, comme à ceux de 77 ans avec leurs parents. Et vous voyez bien que c'est un éventail assez large et qui nous conduirait à d'autres choses. Mais le but, encore une fois, de notre enquête et de notre recherche, et je campe là-dessus, c'est les familles monoparentales avec des enfants de 6 à 10 ans. C'est un choix que nous faisons parce que c'est une période de développement qui est très intéressante pour nous à regarder, à investiguer. On aurait pu dire jusqu'au CM2, jusqu'en 5e, jusqu'au collège. Donc nous restons encore à l'école primaire. Donc c'est un choix que nous avons fait. Parce que nous voulons regarder les familles monoparentales, parce que nous voulons savoir la place du père à l'intérieur de la famille, parce que nous voulons savoir quelles sont les interactions qu'ils peuvent avoir entre les parents et les enfants et eux-mêmes, et les enfants et les parents eux-mêmes. Et puis quand la question de qui va l'investiguer, c'est nous qui allons investiguer. On ne va pas déléguer cette tâche à d'autres personnes parce que c'est déjà extrêmement sensible. Nous avons dans nos têtes la manière dont les choses sont faites, sans oublier que nous sommes aussi des humains, que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas parfaits, et que nous sommes perfectibles, et que nous sommes aussi, nous ne sommes à l'abri d'aucune erreur, hein, mais que notre responsabilité, notre professionnalisme, notre éthique, nos normes et nos valeurs, et la conscience, et j'ai bien dit que nous devons faire très attention. Je l'ai dit tout à l'heure en amont, dans la quête, dans la manière de se posturer, dans la manière d'être, dans la manière d'exister. Nous devons faire attention à ça. Donc c'est nous qui allons faire. On ne va pas déléguer ce travail-là, puisque sinon après ça devient compliqué. Si on va déléguer ce travail à quelqu'un, comment moi je vais analyser ce que quelqu'un a fait alors que je n'ai pas vécu. Donc ce n'est pas une démarche scientifique. Hein. Dans mon travail, dans ma démarche, et puis ensuite la neutralité, je pense qu'il n'y a personne qui soit neutre.
dans la vie. Aucun chercheur, personne n'est tout à fait objectif et personne n'est tout à fait neutre. Même quand on dit je ne prends pas position, c'est qu'on a fait le choix de dire qu'on ne prend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a personne qui soit neutre. Tous les chercheurs cherchent quelque chose qui a à voir avec eux. Donc ils sont jamais neutres. Ils sont jamais neutres. Il y a toujours un peu de soi dans la recherche, puisque du coup, c'est notre pensée, c'est notre savoir, c'est notre écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la neutralité, je ne suis pas sûr qu'on soit totalement neutre, sinon on est complètement effacé, et si on est effacé, on n'est pas là. Moi, j'adore être là et exister. En tenant compte de mes travers, et en tenant compte aussi de la spécificité de l'autre. Donc voilà. Donc, c'est un choix, pour répondre à votre question, volontaire, qui nous évite de courir à trop d'endroits, parce que vous imaginez, on compare ce qui est comparable, hein, parce que oui, les familles monoparentales, elle n'est pas comparable à une famille où la famille est mariée, même s'il y a des questions de parentalité. Vous voyez? Donc c'est le prisme, on prend ça par un prisme, on prend par un bout. Et ce bout-là va sans doute nous permettre d'aller voir peut-être plus loin la question de la parentalité avant 6 ans et peut-être après 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a encore en Martinique des gens qui ont 60, 70 ans, qui sont peut-être encore avec leurs parents, qui ont 80, 90 ans, qui vivent avec leurs parents, qui n'ont jamais quitté la maison familiale, qui n'ont jamais quitté la Martinique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une autre forme de parentalité. Mais celle-là, on ne la regarde pas tout de suite, parce que si on commence à rentrer dans ça, on oublie l'Observatoire de la parentalité avec cette première enquête que nous essayons de faire, et vous voyez bien toutes les difficultés que ça présente et toutes les précautions qu'on doit avoir. J'espère que je réponds à votre question là-dessus. Oui, juste entre. C'est un choix et il y a des perspectives. Hein. Bon, d'abord de faire d'autres, mais ensuite, comment dirais-je, nous avons pour ambition de créer un réseau d'acteurs, observateurs de la parentalité. D'accord? Ce qui correspond d'une certaine façon au deuxième vœu, 77% des premiers éléments de retour que nous avons, ce sont des acteurs qui demandent à travailler en réseau, en partenariat. Hein? Donc, ce faisant, il y aura sans doute pas mal de personnes qui ont déjà une culture du travail social, de l'enquête, etc., qui leur permettra de s'associer pleinement à des travaux de recherche et d'enquête que nous pourrons mener, première chose. Deuxième chose, il n'est pas impossible, par exemple, qu'on envisage de la formation, etc., pour que le maximum de personnes puissent s'associer, puisque, je le répète, il y a urgence, il y a crise, il y a mutation, etc., donc il faut gérer ça. Bon, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, j'ai envie de faire un clin d'œil à Jean-Pierre Pourtois, qui doit piaffer d'impatience de s'exprimer, mais qui en même temps est très discipliné. Et Jean-Pierre a une expression qu'il nous a enseignée et qui vient, si je me souviens bien, d'Albert Camus, et qui nous dit, si tu veux apprendre quelque chose, commence par l'enseigner, tu finiras bien par l'apprendre. D'accord? Et donc, c'est cet observatoire qui observe en faisant, qui fait en observant, c'est ça qu'on est en train d'essayer de construire. D'accord? Yvette, je t'en prie. Oui, merci beaucoup. Donc, j'ai un certain nombre de questions à poser à M. Oudinot. Alors, peut-être que vous avez déjà répondu, mais bon, j'ai peut-être été un peu distraite. Quels seront donc vos critères de sélection des familles que vous allez interroger? Comment donc vont s'effectuer le choix des familles? Et puis, quel support donc vous allez utiliser pour pouvoir... pardon? Donc, quel support vous allez utiliser pour pouvoir donc approcher ces familles, puisque je suppose que ce ne sera pas au pif et qu'il y aura certainement une méthodologie au préalable pour pouvoir donc rencontrer ces familles. Et puis, j'aimerais également réagir sur l'entretien semi-directif du récit de vie de l'enfant. Est-ce que dans le questionnaire, vous mettez en exergue, notamment dans le cas d'enfants issus de parents divorcés, les lieux d'hébergement?
Puisqu'on sait, voilà, que les enfants peuvent être une semaine chez maman, une semaine chez papa, et on sait que dans certains cas, cela peut avoir un impact psychologique avec des conséquences néfastes, qu'ils peuvent générer. Et donc, du coup, voilà, est-ce que c'est une donnée pertinente pour l'observatoire? Et puis, je voudrais également savoir ce que vous faites, donc, des informations que vous allez recueillir. Puisque je suppose qu'il y a certainement des choses très confidentielles qui vont être dites. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire de ces informations, auprès de qui vous allez donc les reléguer? Merci. Alors, d'abord, il y a Madame Laguerre, qui est docteur en psychologie clinique. Donc, c'est aussi la coordinatrice scientifique de l'Observatoire. Et ça sera sans aucun doute sous sa gouvernance et en tout cas sous sa responsabilité que l'ensemble de ces éléments-là vont ressortir. Donc, le recrutement des familles, on l'a dit, d'abord on va passer par les écoles, on va d'abord voir avec les écoles, mais aussi utiliser le réseau de la CAF qui peut nous donner des enseignements sur les familles monoparentales. Voilà, donc on va pas particulièrement cibler dans une école Madame X ou Y, mais envoyer à chacune des écoles l'information sur l'intention de l'enquête, sur son déroulé. Voilà, donc les personnes qui seront recrutées, on a dit des familles monoparentales, avec des enfants allant à l'école publique et allant à l'école primaire publique, donc du CP au CM2. Parce que oui, mais si on va dans le privé, le problème c'est que c'est un peu plus compliqué parce que vous avez des écoles privées qui sont des écoles religieuses, vous avez, ouais, donc le public de l'obédience, voilà, éviter donc les obédiences la question de tout à chacun. Voilà, donc la question de la laïcité nous a semblé importante, en tout cas dans un premier temps. Vous voyez, et puis il y a pas plus d'écoles privées que ça, il y en a 2, 3. Oui, non, mais quand je dis 2, 3, par rapport à l'école publique, hein, voilà. Et puis c'est une autre dimension, c'est-à-dire que on ne présage pas que les personnes ont ou n'ont pas. Bon, on peut dire que quelqu'un qui va à une école privée a peut-être plus les moyens que quelqu'un qui va à l'école publique, ce qui est un faux problème, ce qui est aussi pas tout à fait juste. Mais ça nous paraît un peu plus large parce que c'est dans la sphère publique et que on a d'abord envie de commencer comme ça et peut-être qu'après, ça va nous donner envie et ça va permettre de développer des recherches plus précisément dans les écoles privées, avec peut-être des outils un peu plus affinés, peaufinés, mieux organisés pour aller chercher à ce niveau-là. Donc on va d'abord dans la masse, et puis après on va voir. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble des questions? Merci madame. Bon, avant que quelqu'un ne souhaite intervenir, il y a quelqu'un déjà? Ok. Parce que j'ai l'impression qu'on a sacrifié notre pause intervention. Vous souhaitez qu'on continue ou bien qu'on fasse une petite pause? Une pause 10 minutes, hein, 10 minutes, hein, mais pas plus, parce que nous avons encore d'autres sujets très intéressants, très importants à aborder. Donc à tout de suite.